4 véhicules, 4 machines que des ingénieurs militaires ont mis des décennies à perfectionner. 4 armes que l'establishment israélien de la défense qualifiait d'incassables, d'inarrêtables et de presque impossibles à détruire. Elles brûlaient toutes en même temps et les soldats qui avaient confié leur vie à ces machines étaient en train de courir. Ce qui s'est déroulé ce jour-là dans les collines du sud du Liban n'était pas censé arriver. Pas selon les manuels, pas selon la stratégie, pas selon des décennies de doctrines de champs de bataille bâtis autour de l'idée que ces armes donnaient aux forces israéliennes un avantage presque injuste sur tout ennemi qu'elles pourraient affronter. Mais le Hezbollah n'avait pas lu ces manuels. Et ce qu'il avait préparé en secret, pendant des mois de planification minutieuse, dépassait ce que l'appareil de renseignement le plus avancé d'Israël avait réussi à anticiper pleinement. Une attaque en 2 vagues, coordonnée, superposée, conçue précisément pour submerger des systèmes bâtis pour arrêter exactement ce type de menace. La première vague a frappé avant que quiconque puisse réagir. La deuxième a frappé avant que quiconque puisse se remettre. Et lorsque la fumée a enfin commencé à se dissiper, ce que les caméras ont capté était le genre d'image qu'on étudie pendant des décennies dans les académies militaires. Non pas parce qu'elle montrait une victoire, mais parce qu'elle montrait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Elle montrait une vulnérabilité. Voici l'histoire de ce qui s'est réellement passé, pourquoi cela s'est produit, et pourquoi les implications dépassent largement les collines du sud du Liban, jusqu'aux salles de conseil des entrepreneurs de défense, aux salles de guerre des nations rivales, et aux calculs stratégiques de toutes les puissances militaires qui observent ce conflit à distance. Parce que la dernière pièce de cette histoire est celle dont presque personne ne parle. Pendant des années, Israël a bâti sa confiance sur le champ de bataille autour d'une croyance centrale. Si vous aviez le bon équipement, vous contrôliez l'issue, c'était pas de l'arrogance. C'était une leçon acquise par la guerre, par les pertes dévastatrices de 1973, lorsque les forces égyptiennes et syriennes équipées de missiles anti-chars fournis par les soviétiques ont transpercé les blindés israéliens d'une manière qui a choqué le monde. Cette expérience est devenue un carburant. Elle est devenue le moteur de certains des programmes de recherche et développement militaire les plus intensifs de l'histoire moderne. Le résultat a été une nouvelle génération d'armes, de véhicules et de systèmes durcis, superposés, et dans certains cas équipés de technologies de protection active, capables littéralement d'intercepter des roquettes et des obus entrants avant même qu'ils n'entrent en contact avec le véhicule lui-même. C'était pas des machines ordinaires. C'était des exploits d'ingénierie, et pendant des années, elles ont fonctionné exactement comme promis. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'au moment où vous annoncez au monde que quelque chose est indestructible, vous venez aussi de donner à votre ennemi la motivation la plus puissante qu'il puisse jamais avoir. Le Hezbollah l'avait compris mieux que presque tout le monde. Il observait les blindés israéliens opérer au Liban depuis les années 1980. Il avait étudié la guerre de 2006 avec une concentration analytique presque obsessive, celle qui vient seulement quand votre survie en dépend. Il avait catalogué chaque engagement, chaque échec, chaque quasi-incident. Il avait rétroconçu les tactiques israéliennes, consulté des ingénieurs militaires iraniens et reçu des transferts d'armes qui, lentement et discrètement, ont déplacé l'équilibre de ce qui était possible sur ce terrain. Et à travers tout cela, il n'a cessé de poser une question. Que faut-il pour briser ce qu'ils disent impossible à briser? La réponse est venue par étapes. Et au moment où les forces israéliennes sont entrées dans la zone opérationnelle précise où les événements de cette journée allaient se dérouler, le Hezbollah avait déjà répété la réponse à maintes reprises. Maintenant, parlons des 4 armes au centre de cette histoire. Parce que comprendre ce que ces machines étaient conçues pour faire est la seule manière de comprendre pourquoi leur destruction a envoyé un signal aussi puissant. La première est le char Merkava. Pas n'importe quel char. Le Merkava Mark IV, le véhicule de combat terrestre le plus avancé d'Israël, une machine qui représentait le sommet absolu de la philosophie israélienne de conception des blindés. Contrairement à la plupart des chars dans le monde, le Merkava a été conçu avec la survie de l'équipage comme priorité absolue.
Le moteur a été placé à l'avant du véhicule, créant une couche supplémentaire de protection pour les soldats à l'intérieur. L'aménagement interne a été spécialement conçu pour donner aux équipages une meilleure chance de survivre à des impacts qui tueraient les occupants de pratiquement tout autre véhicule blindé sur terre. Il transportait aussi le système Trophy, un système de protection active devenu célèbre dans les milieux militaires pour sa capacité à détecter, suivre et intercepter des missiles anti-chars entrants et des grenades propulsées par roquettes dans la fraction de seconde entre le lancement et l'impact. Trophy avait déjà sauvé à plusieurs reprises des équipages de chars israéliens lors d'opérations précédentes à Gaza. Il avait fonctionné avec une telle fiabilité qu'il avait été adopté par l'armée des États-Unis pour ses propres chars Abrams. Et pourtant, ce jour-là, dans le sud du Liban, des chars Merkava ont brûlé. La deuxième arme était le véhicule blindé de transport de troupes Namer, une autre réussite d'ingénierie israélienne. Le Namer, qui signifie léopard en hébreu, a été construit sur le même châssis que le char Merkava, ce qui est en fait l'un des véhicules blindés de transport de troupes les plus lourdement protégés au monde. Il pesait plus de 60 tonnes. Il a été conçu pour transporter l'infanterie à travers les environnements de combat les plus dangereux imaginables, pour la protéger des armes légères, des grenades propulsées par roquettes, des engins explosifs improvisés et de toute la gamme des menaces que la guerre moderne, urbaine et rurale pouvait lui lancer. Le Namer transportait aussi sa propre version de système de protection active. Il était, selon pratiquement toute évaluation militaire objective, l'un des véhicules blindés les plus survivables jamais construits pour le transport d'infanterie. Et pourtant, ce jour-là, dans le sud du Liban, des Namer ont brûlé eux aussi. La troisième arme était le bulldozer blindé D9. C'est une machine qui ne ressemble pas à une arme, mais qui fonctionne comme l'un des outils les plus importants dans les opérations terrestres israéliennes. Le D9 est un énorme bulldozer blindé Caterpillar, modifié avec un épais blindage et du verre balistique, conçu pour opérer directement dans les zones de combat. Il dégage le terrain, il démolit des structures, il crée des passages pour que les blindés puissent avancer. Il a été utilisé à Gaza, en Cisjordanie et partout au Liban au fil de décennies d'opérations militaires israéliennes. En raison de sa taille et de son blindage, il était considéré comme extrêmement difficile à neutraliser avec le type d'armes que le Hezbollah déployait habituellement. Des opérateurs avaient survécu à des engagements qui auraient été mortels dans n'importe quel autre véhicule. Et pourtant, ce jour-là, dans le sud du Liban, le D9 a cessé d'avancer. La quatrième arme était un véhicule blindé du génie, une machine de soutien spécialisée conçue pour opérer aux côtés d'unités de chars, menant des opérations de déblaiement d'obstacles et de brèches sous le feu. Ces véhicules sont encore moins glamour que les chars dans l'imaginaire public, mais ils sont absolument essentiels à la manière dont les forces blindées avancent à travers un terrain défendu. Les détruire ne supprime pas seulement un seul véhicule. Cela empêche une colonne entière d'avancer en sécurité. 4 machines représentant 4 couches différentes de la capacité militaire israélienne, puissance d'assaut terrestre, protection de l'infanterie, contrôle du terrain et soutien du génie. Le Hezbollah a frappé les 4. Et c'est ici que les choses prennent une tournure sérieuse. Parce que la manière dont il l'a fait n'était pas aléatoire. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une embuscade désespérée et chaotique menée par des combattants ayant bénéficié d'un bon timing. Ce que révèle l'analyse technique de l'attaque, c'est un niveau de sophistication stratégique que des analystes militaires partout dans le monde ont discrètement du mal à assimiler depuis des semaines. La structure en 2 vagues de l'attaque était la clé. La première vague avait un objectif précis, non pas détruire, mais submerger. Le Hezbollah a lancé une saturation de tirs contre la colonne israélienne. Des roquettes, dont des missiles anti-chars et d'autres munitions ont été tirées en volume et depuis des angles précisément calculés pour forcer les systèmes de protection active. Trophy des véhicules israéliens a consommé leurs projectiles intercepteurs. Trophy fonctionne en tirant ses propres projectiles pour détruire les menaces entrantes, mais il transporte un nombre limité d'intercepteurs. Et si vous le forcez à en tirer suffisamment assez rapidement, vous pouvez l'épuiser. Ce n'est pas un concept nouveau dans la théorie militaire. Cela s'appelle une attaque par saturation. Vous submergez
un système de défense en le forçant à répondre à plus de menaces qu'il ne peut en gérer à la fois. Ce qui a rendu l'exécution du Hezbollah remarquable, c'est la précision avec laquelle il a calibré la première vague. Pas trop lourde, pas trop légère. Exactement suffisante pour dégrader les systèmes de protection sans engager pleinement ses munitions les plus puissantes. La première vague a aussi servi un deuxième objectif. Elle a forcé les équipages israéliens à se refermer à l'intérieur de leurs véhicules, à fermer les écoutilles, à réduire leur conscience de la situation, à devenir plus réactifs et moins proactifs. Elle a créé les conditions psychologiques et tactiques de ce qui allait venir ensuite. Et ce qui est venu ensuite, c'était la deuxième vague. C'est à ce moment-là que le Hezbollah a déployé ses missiles guidés anti-chars les plus avancés, des armes fournies par des canaux iraniens et dans certains cas représentant une technologie qui avait été spécialement conçue pour vaincre des systèmes de protection active exactement comme Trophy. Certains analystes croient qu'il s'agissait notamment de variantes du missile Cornet, une arme avancée à guidage laser dotée d'une ogive, tandem spécifiquement conçue pour vaincre les blindages réactifs et actifs. D'autres ont évoqué des éléments suggérant que des munitions encore plus avancées auraient pu être utilisées, des armes développées dans des programmes de recherche militaire iraniens, avec la contribution directe d'ingénieurs qui avaient étudié en détail les spécifications techniques de Trophy. La deuxième vague a frappé des véhicules dont les systèmes de protection active avaient déjà été partiellement ou complètement épuisés par la première vague. Les résultats ont été catastrophiques. Mais voici le détail que la plupart des couvertures médiatiques ont complètement manqué. L'attaque n'a pas fonctionné seulement à cause des armes utilisées par le Hezbollah. Elle a fonctionné à cause de l'endroit et du moment choisi pour engager le combat. Le terrain précis du sud du Liban, où cet engagement a eu lieu, avait été présélectionné par le Hezbollah sur la base de mois d'observation et de reconnaissance. Il connaissait les routes que les blindés israéliens utiliseraient, il connaissait les lignes de vue, il savait exactement où les véhicules israéliens seraient les plus exposés et où ses propres forces pourraient positionner des équipes anti-chars à des angles qui minimisaient l'efficacité du contre-feu israélien. Les positions de tir avaient été préparées à l'avance. Des tunnels et des positions souterraines durcies permettaient aux combattants du Hezbollah d'apparaître, de lancer et de disparaître avant que les forces israéliennes puissent répondre efficacement. Le rythme des deux vagues était chorégraphié à la seconde près. Des combattants placés dans de multiples positions coordonnaient leurs actions par des systèmes de communication spécialement durcis contre les capacités de guerre électronique israéliennes. Ce n'était pas une embuscade née du désespoir. C'était une opération militaire répétée. Et cette distinction est extrêmement importante. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé dans l'immédiat après coup. Parce que les images et les vidéos issues de cet engagement racontaient une histoire que l'appareil militaire israélien était d'abord réticent à reconnaître. On a vu des soldats israéliens évacuer des véhicules en feu sous les tirs. La vitesse avec laquelle les équipages ont dû abandonner leurs machines signifiait que certains véhicules ne pouvaient pas être immédiatement récupérés. Des images ont circulé montrant des chars Merkava et des véhicules Nammer avec des dommages catastrophiques dans des zones qui auraient dû compter parmi les sections les plus protégées des véhicules. Les preuves visuelles à elles seules ont suffi à provoquer une onde de choc dans les communautés militaires qui avaient passé des années à étudier les performances des blindés israéliens. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé quant à la façon dont cet engagement serait retenu. En quelques heures, l'opération médiatique du Hezbollah a publié ses propres images. Des images de drones, des images au niveau du sol, une documentation de l'après-coup conçue pour être vue non seulement par le public libanais, mais par le monde entier, par les gouvernements à Téhéran, Riyad, Ankara, Moscou et Washington, par chaque planificateur militaire qui devait mettre à jour ses évaluations de menaces, par chaque entrepreneur de défense qui devait savoir que les systèmes qu'il avait vendus, les systèmes qu'il prévoyait vendre, venaient d'être publiquement et dramatiquement vaincu. C'est ici que l'histoire cesse d'être seulement celle d'un engagement militaire isolé et commence à parler de quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que ce que le Hezbollah a démontré ce jour-là est quelque chose avec lequel les armées du monde entier composent discrètement depuis des années, mais dont elles parlent rarement publiquement, la tension fondamentale au cœur de la guerre blindée moderne.
vous pouvez construire un véhicule presque impossible à détruire. Mais c'est ce presque-là qui peut coûter des vies. Et lorsque vous présentez votre véhicule comme indestructible, vous venez d'inciter chacun de vos adversaires à investir des ressources pour trouver la seule méthode qui fonctionne. Vous avez transformé la défaite de votre blindage en preuve de concept ultime pour toute force militaire qui veut démontrer ses capacités sur une scène mondiale. Ce jour-là, le Hezbollah n'a pas seulement vaincu 4 véhicules. Il a produit un argument de vente pour chaque acteur étatique et non étatique qui se demande si des blindés sophistiqués, coûteux et fournis par l'Occident valent vraiment le coût et l'engagement politique. Ce message est arrivé à Moscou, il est arrivé à Pékin, il est arrivé à Pyongyang, il est arrivé à Téhéran, il est arrivé dans chaque capitale où les planificateurs militaires observent l'érosion lente de l'écart technologique entre les systèmes militaires occidentaux avancés et les armes développées par leurs adversaires. Et il a soulevé une question que personne dans ces capitales ne pose à voix haute, mais que tout le monde se pose en privé. Si le Hezbollah peut faire cela avec les ressources d'un acteur non étatique, à quoi ressemble l'équation lorsqu'un acteur étatique applique la même logique avec des ressources plusieurs ordres de grandeur plus importantes? Allons plus loin dans ce que cet engagement révèle sur l'évolution de la guerre anti-char, parce que c'est ici que les implications réellement alarmantes commencent à émerger. Pendant des décennies, l'hypothèse centrale de la doctrine de guerre blindée était que la supériorité technologique en matière de blindage et de protection finirait toujours par dépasser les progrès technologiques de l'armement anti-char. Plus de protection voulait dire plus de survivabilité, donc plus de domination sur le champ de bataille. C'était la logique de course aux armements qui a poussé le développement des blindages composites, des blindages réactifs, et éventuellement des systèmes de protection actifs comme Trophy. Mais ce que le Hezbollah a démontré avec une sophistication remarquable pour un acteur non étatique, c'est que cette hypothèse a peu être atteint ses limites. Le modèle d'attaque par saturation qui définissait l'approche en 2 vagues est fondamentalement extensible. Vous n'avez pas besoin de développer une nouvelle arme miracle pour vaincre un système de protection active. Vous devez être prêt à tirer suffisamment d'armes conventionnelles pour l'épuiser, puis enchaîner avec vos projectiles les plus performants contre une cible désormais vulnérable. Le calcul est brutalement simple. Si un système Trophy peut intercepter un nombre fini de projectiles entrants, alors tout adversaire ayant accès à suffisamment de roquettes et de missiles peut le vaincre avec les bonnes tactiques. La question est de savoir si le coût de ces roquettes et missiles est inférieur au coût du char que vous essayez de détruire. Dans le cas du Hezbollah contre les blindés israéliens, la réponse semble de plus en plus être oui. Un char Merkava Mark 4 coûte quelque part entre 3 et 4 millions de dollars. Les missiles utilisés dans une attaque par saturation pour épuiser son système Trophy coûtent une fraction de ce montant. Et l'arme de 2e vague qui porte le coup fatal, même s'il s'agit d'une variante avancée du Cornet, coûte des dizaines de milliers de dollars, pas des millions. C'est la logique économique de la guerre asymétrique moderne et c'est l'un des développements les plus déstabilisateurs dans les affaires militaires mondiales auxquels la plupart des gens ne prêtent pas attention. Mais voici ce qui rend l'histoire encore plus compliquée. Parce qu'il y a un autre côté à cette analyse que les images spectaculaires et le choc de l'engagement ont tendance à masquer. Les forces militaires israéliennes n'ont pas simplement encaissé cette attaque pour ensuite cesser d'opérer, elles ont répondu, elles se sont adaptées, et dans les heures et les jours qui ont suivi l'engagement initial, la puissance aérienne israélienne, l'artillerie et d'autres éléments terrestres ont mené des opérations contre des positions du Hezbollah dans toute la zone touchée, avec un effet important. L'attaque en 2 vagues qui a détruit ou neutralisé 4 véhicules n'a pas fondamentalement modifié l'équilibre opérationnel du conflit dans le sud du Liban de la manière que la présentation médiatique du Hezbollah voulait suggérer. Ce qu'elle a fait, c'est démontrer une capacité tactique, une preuve de concept, un signal envoyé non seulement militairement mais aussi politiquement et psychologiquement. Et l'establishment militaire israélien, à son crédit, a compris exactement quel type de signal avait été envoyé. Parce que la réponse interne n'a pas été le déni. La réponse interne a été l'analyse, ce qui avait été appris, ce qui devait changer, comment les systèmes de protection active devaient être améliorés pour gérer plus efficacement les attaques par saturation, comment les tactiques devaient évoluer pour
réduire la vulnérabilité des colonnes blindées se déplaçant sur un terrain où ce type d'embuscade superposée était possible. C'est la nature de l'adaptation militaire moderne. Vous ne gagnez pas tous les engagements. La question est de savoir si vos institutions apprennent plus vite que vos adversaires peuvent innover. Mais reculons encore, parce que le contexte complet de cet engagement exige de comprendre ce qu'est réellement le Hezbollah en 2024 et comment il est devenu capable de ce que le monde a vu. La plupart des couvertures médiatiques occidentales du Hezbollah continuent de décrire l'organisation dans un langage qui était exact dans les années 1990, mais qui est devenu dangereusement dépassé. Le Hezbollah est décrit comme un groupe terroriste, comme une organisation militante, comme un relais de l'Iran. Toutes ces descriptions contiennent des éléments de vérité, mais aucune ne saisit ce que le Hezbollah est devenu en termes de capacité militaire. Le Hezbollah, aujourd'hui, est une force militaire hybride, dotée d'une structure d'armée permanente, d'un réseau logistique et d'approvisionnement sophistiqué, d'une architecture de commandement et de contrôle qui ferait l'envie de nombreuses armées nationales de taille moyenne, et d'un inventaire d'armes qui comprend des missiles à guidage de précision, des missiles anti-navires, des capacités de drones et un arsenal de missiles guidés anti-chars qui représente certaines des armes les plus avancées dans cette catégorie, disponibles n'importe où dans le monde. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle s'est produite au fil de décennies d'investissements délibérés par l'Iran, d'années d'expérience opérationnelle acquises dans la guerre civile syrienne, où le Hezbollah a combattu aux côtés des forces gouvernementales syriennes contre une variété d'adversaires, et d'une approche analytique constante, visant à étudier la doctrine militaire israélienne et ses capacités dans le but précis de trouver et d'exploiter des vulnérabilités. L'organisation qui a combattu Israël en 2006 était redoutable. Ce qui existe aujourd'hui est catégoriquement différent, non seulement dans les armes, mais dans la doctrine, dans la sophistication tactique, dans la capacité de planifier et d'exécuter des opérations complexes en plusieurs phases exactement du genre qui a détruit ces 4 véhicules. Et cette évolution s'est produite pendant qu'une grande partie du monde regardait ailleurs. Gaza, l'Ukraine, la mer de Chine méridionale, et les centaines d'autres points chauds qui rivalisent pour attirer l'attention mondiale. Le conflit dans le sud du Liban s'est intensifié discrètement pendant des années à travers une série d'échanges qui ont rarement fait les grands titres internationaux, mais qui, dans l'ensemble, redessinaient l'équilibre militaire le long de la frontière israélo-libanaise, d'une manière que les événements de cet engagement ont rendu soudainement et dramatiquement visible. Le Hezbollah mener ce que les analystes militaires appellent des opérations en zone grise, des tirs transfrontaliers réguliers, des attaques de sondage, des survols de drones, de la collecte de renseignements, le tout conçu pour rester juste sous le seuil qui déclencherait une réponse militaire israélienne massive, tout en recueillant simultanément des données sur les dispositions des forces israéliennes, leur temps de réaction et leur schéma tactique. Chaque échange était une leçon et le Hezbollah prenait des notes. Maintenant, parlons des implications plus larges de ce que cet engagement signifie pour le conflit dans son ensemble, parce que l'histoire ne s'arrête pas aux véhicules en feu et aux soldats en fuite. Elle continue. Et là où elle continue, c'est dans un territoire qui devrait inquiéter quiconque comprend comment fonctionnent les dynamiques d'escalade au Moyen-Orient. La réponse militaire israélienne à ce type de défaite tactique suit un schéma prévisible et d'une certaine manière inévitable. Vous ne pouvez pas laisser un précédent demeurer sans réponse. Si un acteur non étatique démontre qu'il peut vaincre vos blindés les plus avancés dans une attaque coordonnée en 2 vagues, la pression politique et stratégique pour répondre de manière écrasante est immense. Les frappes aériennes israéliennes dans le sud du Liban se sont intensifiées après l'engagement. Les infrastructures associées à la logistique et au commandement du Hezbollah ont été ciblées. L'intensité des échanges transfrontaliers a augmenté et le langage des dirigeants politiques et militaires israéliens au sujet de la situation dans le Nord est devenu nettement plus explicite quant à la possibilité d'une opération plus vaste. C'est ainsi que fonctionnent les échelles d'escalade.
Chaque échelon force une réponse qui fait monter l'échelle plus haut. Mais c'est ici que la situation devient véritablement dangereuse d'une manière qui dépasse le tableau tactique immédiat. Les actions du Hezbollah dans le sud du Liban ne sont pas des décisions purement autonomes. Elles opèrent dans un cadre stratégique coordonné avec l'Iran et à des degrés divers avec d'autres acteurs de ce que l'Iran décrit comme l'axe de la résistance. Ce cadre inclut le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et divers groupes de milices en Irak et en Syrie. L'attaque en 2 vagues contre les blindés israéliens au Liban ne s'est pas produite isolément. Elle s'est produite dans un contexte où le conflit régional plus large, amorcé par les attaques du 7 octobre menées par le Hamas, avait déjà fait monter de façon spectaculaire les enjeux pour tous les acteurs du Moyen-Orient. L'engagement du Hezbollah était une démonstration délibérée, pas une réaction impulsive. Le signal était soigneusement calibré dans la logique stratégique plus vaste d'une confrontation régionale qui, selon certaines mesures, est déjà en cours. La question qui empêche les analystes militaires de dormir n'est pas de savoir si le Hezbollah peut vaincre les blindés israéliens dans un engagement précis. Il a maintenant démontré qu'il le pouvait. La question est de savoir quel est le seuil à partir duquel le Hezbollah décidera de passer du niveau actuel d'échanges transfrontaliers à quelque chose auquel Israël n'aurait d'autre choix que de répondre avec toute puissance de son appareil militaire. Et la réponse à cette question n'est pas connue, ni par le renseignement israélien, ni par les analystes américains, ni par les diplomates, qui travaillent frénétiquement par des canaux discrets pour empêcher la situation d'atteindre un point de non-retour. Ce que l'on sait, c'est que les 2 camps font des calculs qui dépendent de la volonté de l'autre camp, de céder le premier. Le Hezbollah calcule que l'exposition d'Israël sur plusieurs fronts, l'engagement en cours à Gaza, les pressions politiques internes et l'inquiétude concernant le soutien américain à une guerre sur 2 fronts créent une fenêtre dans laquelle il peut continuer à démontrer ses capacités sans déclencher la réponse israélienne complète. Israël calcule que le Hezbollah comprend le risque existentiel de franchir certains seuils et que l'Iran ne veut ultimement pas d'un conflit qui risquerait une confrontation militaire directe avec Israël et les États-Unis, ce qu'une guerre totale entre le Hezbollah et Israël pourrait produire. Les 2 calculs peuvent être corrects, ou l'un d'eux peut être faux, d'une manière que personne ne découvrira avant qu'il ne soit trop tard. Et cela nous amène au détail de cette histoire dont presque personne ne parle. Les 4 véhicules qui ont brûlé ce jour-là dans le sud du Liban représentaient quelque chose qui dépassait leur valeur militaire individuelle. Ils représentaient un message sur la crédibilité. Et dans l'architecture de la dissuasion, la crédibilité est tout. La dissuasion stratégique d'Israël repose depuis des décennies sur la conviction, chez ses adversaires, que le coût d'un affrontement militaire avec Israël est tout simplement trop élevé. Cette conviction a été soutenue par la capacité militaire, mais aussi par la perception, par l'image des blindés israéliens avançant sur un terrain que les adversaires ne pouvaient pas arrêter, par la réputation du renseignement israélien qui sait tout de la puissance aérienne israélienne, qui peut frapper n'importe quoi, des forces terrestres israéliennes opérant avec une supériorité technique et tactique qui rendait la confrontation directe prohibitive. Chaque fois que cette image est endommagée, même dans un seul engagement, même d'une manière que l'équilibre militaire général peut absorber, le calcul de la dissuasion se déplace légèrement. Et dans une région où la dissuasion est le principal mécanisme empêchant les conflits de devenir des guerres catastrophiques, même de légers déplacements comptent énormément. Le Hezbollah n'a pas seulement brûlé 4 véhicules ce jour-là. Il a envoyé un signal à chaque gouvernement de la région qui observe ce conflit, à chaque opération de planification militaire à Téhéran, Riyad, Ankara et au-delà, selon lequel l'image de l'invulnérabilité militaire israélienne présente des fissures. Et ces fissures peuvent être trouvées avec les bonnes armes, les bonnes tactiques et la bonne patience. La réponse à ce signal définira la trajectoire de l'arc de conflit le plus dangereux du Moyen-Orient, de façon qui commence à peine à devenir visible. Et voici la dernière couche de cette histoire, celle qui relie tout d'une manière que la plupart des analyses de cet engagement n'ont pas réussi à saisir. Les carcasses en feu de ces 4 véhicules dans le sud du Liban n'étaient pas seulement un événement militaire. Elles étaient la représentation visuelle d'une transformation qui se construit depuis des années dans la nature même de la guerre moderne.
L'âge de l'arme indestructible est terminé. Non pas parce que les armes ne sont plus puissantes, mais parce que le rythme d'innovation dans les systèmes anti-armes, la diffusion mondiale de technologies militaires avancées à travers les chaînes d'approvisionnement iraniennes, russes et chinoises, et la sophistication tactique d'acteurs non étatiques qui ont eu des décennies pour étudier et s'adapter aux forces de leurs adversaires, ont réduit l'écart entre les armes les plus avancées au monde et la capacité de les vaincre plus vite que quiconque dans les grands établissements de défense ne veut le reconnaître publiquement. Chaque armée dans le monde se débat avec ce problème en ce moment. Les leçons de l'Ukraine, où la guerre de drones et les munitions de précision bon marché ont à répétition vaincu des blindés occidentaux coûteux, renforcent la tendance déjà visible au Liban. Les leçons du Yémen, où les drones houthis ont perturbé le transport maritime mondial et démontré la portée de ce qu'une force militaire relativement limitée peut accomplir lorsqu'elle est équipée des bons outils asymétriques. Et maintenant les leçons du sud du Liban, où un acteur non étatique, doté d'un soutien étatique sophistiqué, a démontré qu'il pouvait vaincre les véhicules blindés, les mieux protégés de l'inventaire israélien, avec une approche tactique en 2 vagues, soigneusement planifiées. Les établissements de défense à Washington, Jérusalem, Londres et Paris n'ignorent pas cela. Les briefings classifiés qui se tiennent en ce moment dans ces capitales sont remplis d'analyses sur ce qui s'est passé, ce que cela signifie et ce qui doit changer. Des milliards de dollars en recherche et développement de défense découleront ultimement des leçons de ce seul engagement, alors que les ingénieurs se dépêchent de trouver des façons de rendre les systèmes de protection active résistants aux attaques par saturation, de développer de nouvelles configurations de blindage et de penser autrement la manière dont les véhicules protégés se déplacent dans une zone disputée. Mais voici la vérité inconfortable que ces briefings contiennent aussi. La technologie évolue plus vite que la doctrine, les adversaires s'adaptent plus vite que les bureaucraties ne peuvent répondre, le cycle d'innovation dans la compétition militaire accélère d'une façon qui rend de plus en plus difficile, pour toute puissance militaire, peu importe son financement ou sa sophistication technologique, de maintenir un avantage durable uniquement par le matériel. Les soldats qui ont fui des chars Merkava en feu dans le sud du Liban ne couraient pas parce que la technologie militaire israélienne avait échoué. Ils couraient parce que le monde autour de cette technologie avait changé. Parce que le Hezbollah avait étudié chaque système que ces véhicules transportaient, avait testé des contre-mesures, avait planifié pendant des mois, avait répété, avait calibré une attaque en 2 vagues, conçue précisément pour trouver et exploiter l'écart entre ce que ces véhicules pouvaient encaisser et ce que leur système de protection active pouvait gérer en même temps. Ils couraient parce que, dans la guerre moderne, l'équipe qui étudie plus dur se prépare plus longtemps et s'adapte plus rapidement aux conditions spécifiques du champ de bataille, bat souvent l'équipe avec l'équipement le plus coûteux. Et cette leçon, plus que toute arme précise, toute tactique ou toute séquence vidéo, est ce qui rend les événements de ce jour-là dans le sud du Liban si importants. Pas seulement pour Israël, pas seulement pour le Hezbollah, pas seulement pour le Liban, l'Iran ou les États-Unis, pour chaque puissance militaire dans le monde qui a fondé sa sécurité sur l'hypothèse qu'assez de technologie peut compenser le travail dur, lent et patient, consistant à comprendre complètement son adversaire. La fumée de ces véhicules en feu portait un message. Et la question maintenant est de savoir qui écoute et ce qu'ils feront de ce qu'ils ont entendu. Parce que dans une région aussi volatile, avec des enjeux aussi élevés, et avec des acteurs de tous les côtés qui ont déjà démontré leur volonté d'escalader, la réponse à cette question ne restera pas abstraite longtemps. Quelque chose est en train d'être calculé en ce moment dans les salles de guerre du Moyen-Orient. Et peu importe ce que ce calcul produira ensuite, le monde ne l'observera pas à distance sécuritaire.